Vous demandez-vous ce qu'est une adresse IP et comment elle fonctionne? Découvrez dans ce cours de formation tout ce qu'il faut savoir sur les adresses IP, leurs versions IPv4 et IPv6, les classes, les adresses publiques et privées et les méthodes d'attribution des adresses. Alors êtes-vous prêt ou prête pour plonger dans les détails techniques afin de maîtriser le concept essentiel des adresses IP pour les réseaux informatiques? Dans ce cours, nous allons parler de l'adresse IP. Une adresse IP est une adresse numérique. Ça permet d'identifier un ordinateur ou bien n'importe quel équipement du réseau. Chaque appareil doit avoir une adresse IP unique pour pouvoir communiquer sur le réseau. L'adresse IP se compose de deux parties. On a l'adresse réseau et l'adresse hôte. L'IP existe aussi en deux versions. On a l'IPv4 et l'IPv6. Voici un exemple d'une adresse IP en version 4. L'IPv4 est la version qui est la plus utilisée aujourd'hui, mais plus pour très longtemps, car elle sera à terme remplacée par l'IPv6. L'IPv4 est une adresse numérique de 32 bits qui s'écrit en 4 chiffres séparés par des points. Et chaque groupe de chiffres se fait appeler octet. Il s'agit d'un chiffre qui peut être compris entre 0 et 255. La version 4 de l'IP peut produire plus de 4 milliards d'adresses. Les personnes qui ont inventé Internet pensaient que ce nombre d'adresses serait largement suffisant. Mais aujourd'hui, on est en manque d'adresses IPv4 et c'est pour cette raison que l'IPv6 est en train d'être déployé. La principale différence entre l'IPv4 et l'IPv6, c'est la longueur de l'adresse. L'IPv4 est une adresse numérique en 32 bits, tandis que l'IPv6 est une adresse hexadécimale en 128 bits. Voici maintenant un exemple d'une adresse IPv6. L'hexadécimale utilise à la fois des chiffres et de l'alphabet dans l'adresse. Avec ça, il est possible d'avoir un nombre illimité d'adresses IPv6. Car pour saturer le système, il faudrait placer plus de 667 millions de milliards d'appareils connectés à Internet sur chaque millimètre carré de la surface terrestre. On n'aura donc aucun problème à communiquer avec Mars. Comme on a vu, l'adresse IP se compose de deux parties. Une partie est pour le réseau et l'autre pour l'hôte. Maintenant, pour savoir quelle partie appartient au réseau ou à l'hôte, eh bien c'est là que rentre en jeu le masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau est un nombre qui ressemble à une adresse IP. Il permet de savoir combien de bits de l'adresse IP sont utilisés pour le réseau en masquant la partie réseau de l'adresse IP. Par exemple, ici, nous avons l'adresse réseau 192.168.0.1 avec comme masque de sous-réseau le 3x255.0. Les trois premiers octets du masque sont donc 255. Maintenant, si nous passons le masque de sous-réseau en binaire, eh bien les trois premiers octets seront que des 1, car l'addition de l'ensemble des nombres d'un octet sont égales à 255. Et on fait de même avec l'adresse IP. Nous avons donc notre adresse IP et son masque de sous-réseau au format binaire. Pour savoir quelle partie de l'adresse IP fait partie du réseau, eh bien il faut se baser sur son masque de sous-réseau. La partie réseau de l'adresse IP correspond à tous les chiffres 1 du masque de sous-réseau. Le chiffre 1 indique la position de l'adresse IP qui définit le réseau. Nous allons donc barrer tous les chiffres de l'adresse IP qui s'alignent avec les 1 du masque de sous-réseau. Comme ça, on voit clairement que les trois premiers octets sont la partie réseau et le reste est la partie hôte. On va maintenant parler des différentes classes qui existent. Voici une représentation des masques de sous-réseau par défaut pour les adresses IP de classe A, B et C. Vous pouvez voir les différentes parties du réseau et des hôtes en fonction des classes. Il est important pour l'examen de mémoriser ces trois classes par défaut. Les adresses IP sont attribuées en bloc à différentes organisations, et c'est l'IANA qui a déterminé ces classes.
Alors en tout, il y a en fait 5 classes, mais seules les 3 premières sont à connaître pour la certification CompTIA. On peut différencier ces différentes classes très simplement en regardant le premier octet. Par exemple, le premier octet de la classe A va de 0 à 126, de 128 à 191 pour la classe B et de 192 à 223 pour la classe C. Vous remarquerez qu'il manque le 127. Eh bien c'est parce qu'il s'agit d'un réseau réservé pour des tests qui se fait appeler loopback. On va maintenant parler de la différence entre les adresses IP publiques et privées. Les adresses IP publiques sont enregistrées publiquement sur Internet. Ce qui veut dire que si vous avez une adresse IP publique, eh bien vous pouvez circuler librement sur Internet. Tandis que les adresses IP privées ne sont pas enregistrées publiquement. Vous ne pouvez donc pas accéder à Internet avec une adresse IP privée. Par exemple, imaginez que vous ayez une petite entreprise et que vous avez besoin de 5 adresses IP publiques pour que vos employés puissent accéder à Internet. Si vous contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour lui demander 5 IP publiques, eh bien cela risque de prendre une grosse partie du budget de votre petite entreprise. C'est donc là qu'interviennent les adresses IP privées. Avec un adressage IP privé, vous pouvez attribuer 5 adresses IP privées à vos employés et n'utiliser qu'une seule adresse IP publique pour sortir vers Internet. Ce qui permet non seulement d'économiser de l'argent, mais cela évite aussi le gaspillage d'adresses IP publiques. Car rappelez-vous, nous sommes en manque d'adresses IPv4 et c'est pour cette raison que nous basculons petit à petit vers l'IPv6. C'est pourquoi des adresses IP de nos différentes classes ont été privatisées pour rester en interne à l'entreprise. Sur le schéma, on peut voir les différentes plages IP qui ont été rendues privées sur les 3 classes, A, B et C. De cette manière, plusieurs entreprises pourront utiliser le même plan d'adressage privé, à condition qu'elles ne circulent pas sur Internet pour éviter les doublons. De toute façon, comme les adresses privées ne sont pas routables, eh bien elles n'iront pas très loin. Avant de terminer le cours, on va parler des différentes méthodes pour se faire attribuer une adresse IP. Chaque ordinateur du réseau doit avoir une adresse IP pour pouvoir communiquer. Il existe 2 façons d'attribuer une adresse IP à un ordinateur. Soit en utilisant une IP dynamique, soit avec une IP statique. L'IP dynamique s'obtient automatiquement à l'aide d'un serveur DHCP. Le DHCP est un protocole qui permet de configurer des hôtes dynamiquement. Le serveur DHCP permet donc d'attribuer automatiquement une adresse IP à un ordinateur. Et il peut même en plus attribuer le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et un serveur DNS. Par exemple, si j'ouvre les propriétés TCP/IP de la carte réseau de mon PC portable, qui tourne sous Windows, on peut voir qu'il est configuré de manière à recevoir une adresse IP automatiquement. Et c'est ma box Internet qui fait office de serveur DHCP. En activant cette option, mon PC enverra une demande d'IP au serveur DHCP. Le serveur DHCP m'attribuera ensuite une adresse IP à partir de son pool IP. Ce type d'adressage, c'est-à-dire la méthode dynamique, est très répandu car ça facilite grandement la gestion de réseau. L'autre méthode est l'IP statique, qui est une attribution manuelle de l'IP. Ici, c'est l'utilisateur ou l'admin réseau qui va devoir configurer soi-même une IP sur l'ordinateur. Il n'y a donc pas besoin d'un serveur DHCP. Ce type d'adressage est permanent, car contrairement à l'adressage dynamique, où l'adresse IP peut changer automatiquement, une adresse IP statique ne change que si c'est l'utilisateur ou l'admin réseau qui intervient sur le PC. On a vu que lorsque l'ordinateur est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP dynamique, il l'obtient du serveur DHCP. Mais que se passe-t-il si cet ordinateur ne parvient pas à communiquer avec le serveur DHCP alors qu'il est configuré en automatique? Eh bien dans ce cas, l'ordinateur s'attribuera lui-même sa propre adresse IP, comme un grand. Sauf que cette adresse sera sur le réseau 169.254.0.0. C'est ce qu'on appelle une adresse APIPA.
Le terme APIPA se traduit par attribution automatique d'adresses IP privées. En fait, c'est pour que les ordinateurs faisant partie de ce même réseau puissent toujours communiquer entre eux s'ils n'obtiennent pas d'adresse IP dynamique ou statique. Et si le serveur DHCP redevient de nouveau disponible, eh bien l'ordinateur changera son IP par celle du DHCP.